Bonjour à tous, si vous m'entendez. Je vais donc vous parler de notre métier, qui est celui de réemployer la terre, sous un axe qu'on a voulu un peu original, qui est celui de l'innovation. Mais bien sûr, je pourrais revenir autant que vous le souhaitez sur d'autres fondamentaux de notre métier. Euh, je commence par le rappeler. ECT intervient au croisement, et ça a été évoqué ce matin, au croisement de deux enjeux qui sont liés au développement des métropoles. Le premier, c'est leur croissance, puisque quand une métropole se développe, qu'elle se densifie ou qu'elle s'étale, elle creuse. Et comme en général le foncier est assez rare, est assez cher, est assez bataillé, elle évacue sa terre. Et on parle de beaucoup de grandes quantités, j'y reviendrai. Deuxièmement, et ça a été notamment mis en exergue avec la crise actuelle, hélas, c'est le nécessaire besoin de nature en ville et évidemment de respect, de maintien, de préservation de la biodiversité et de l'environnement. Merci encore Bernard pour l'intervention de tout à l'heure. Donc le métier de CT, c'est de chercher les terrains, dénaturer, délaisser, abîmer. On avait l'exemple des discussions de friches ce matin. D'imaginer des projets sur ces terrains en concertation avec des élus, en concertation avec l'écosystème territorial qui environne ces projets, et puis de les réaliser. Et donc ces projets prennent la forme de grands parcs de loisirs. Comme vous le savez, l'ancêtre de notre société est né avec la création du parc de la Courneuve, qui a été fait en bonne partie avec la terre du Trou des Halles. Mais peuvent aussi prendre la forme de grands espaces agricoles, qu'ils soient urbains ou périurbains, de forêts, parfois de zones de compensation écologique, de diverses zones de loisirs, etc. Donc nous utilisons pour ce faire ce que vous voyez au milieu. Ce sont les terres excavées, et elles sont extrêmement variées. Je ne vous ai pas présenté ça pour que vous choisissiez votre moquette, mais juste pour que vous réalisiez que la variété géologique, géochimique des terres qui sont excavées est considérable. Le modèle est assez efficace, j'y reviendrai, parce qu'il permet de réaliser ces espaces sans qu'il en coûte un euro à l'écosystème territorial, et notamment sans qu'il en coûte un euro d'argent public. Le principe étant que c'est l'opérateur de BTP qui paye lorsqu'il creuse pour se débarrasser de sa terre. On le verra après, c'est pas forcément vrai partout, mais en l'occurrence, c'est vrai dans une métropole comme la métropole parisienne. Donc voilà le modèle. Il est particulièrement opérant. Alors, il donne lieu à beaucoup de discussions, ça avait d'ailleurs été le thème du colloque il y a 2 ans, mais il est particulièrement opérant sur un territoire comme le Grand Paris. Pourquoi il est opérant? Parce qu'il s'en excave de l'ordre de 25 millions de tonnes, plutôt 30 millions en ce moment, et pour les 10 années à venir. Et c'est clair que 25 millions de tonnes, si on les pose quelque part, ça se voit. Et pour autant, je ne pense pas que les uns et les autres, dans notre vie quotidienne, on soit habitués à voir des énormes tas de terre posés à droite à gauche sur le bord des routes, comme s'il n'y avait pas d'adéquation charge-capacité, ou en tout cas comme si la terre ne trouvait pas son bon endroit pour être réemployée. Donc c'est dans les faits efficace. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile. C'est notamment pas facile, et si ceux qui ont assisté au colloque d'il y a 2 ans s'en souviennent, c'est pas facile parce que la terre est affublée d'un statut original qui est, alors c'est pas vrai dans tous les pays, on y reviendra après, mais d'un statut qui est le statut de déchet. Alors, pour ceux qui font ce métier, ou en tout cas qui sont habitués, quand vous expliquez à un maire ou à un acteur public que vous allez réaliser un parc avec des déchets, il se demande comment vous faites avec des sacs poubelles. Et il ne comprend pas bien. Bon. Donc il se trouve que la sémantique liée à la terre est compliquée, et qu'elle a d'ailleurs tendance à faire qu'un certain nombre d'acteurs, et notamment politiques, s'en désintéressent complètement, parce qu'il n'y a que des coups à prendre à manipuler un déchet, ou il n'y a que des coups à prendre à vouloir promouvoir un réemploi de déchets localement. C'est notamment vrai dans les pays un peu latins comme le nôtre, où il y a les fameux syndromes de « not in my backyard ». Donc c'est pas forcément facile. Comme on l'a souvent dit, ce statut de déchet, il est fondamental, et il emporte tout le corpus de traçabilité et d'obligations et de contrôle de procédures liées justement aux déchets, et qui fassent que nous suivons un mètre cube de terre de son lieu d'excavation jusqu'à son lieu de réemploi, et que la totalité de la chaîne, de celui qui possède le terrain à celui qui le met en œuvre à la fin, est tout à fait responsable, y compris pénalement, sur la bonne adéquation de la terre en fonction de son usage final.
Donc c'est quelque chose d'opérant. Opérant et qui donne finalement les trois bullet points de la partie droite. Hein. C'est un bel exemple d'économie circulaire, c'est une belle façon de financer des espaces de nature en ville sans qu'il en coûte à la collectivité. J'ajouterais dans les débats actuels que une des caractéristiques des réalisations en terre, c'est qu'en général, elles sont sanctuarisées au très long cours, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas bâties. Hein, nous ne cherchons pas des terrains pour les bâtir, nous cherchons des terrains pour les non bâtir. Ça a un autre avantage aussi, c'est que nous n'entrons pas dans ce modèle-là en compétition dans la lutte acharnée pour le foncier à bâtir. On s'intéresse, comme je vous l'ai dit, à des fonciers plutôt délaissés, dénaturés, qui coûtent ou qui méritent d'être soignés. On va par exemple traiter dans pas longtemps un terrain à Boissy-l'Aillerie qui était la deuxième ou la première, c'est un mauvais concours, mais des charges sauvages d'Île-de-France. Alors, on s'est intéressé depuis 2 ans maintenant à ce qui se passait à l'étranger, et c'est le témoignage que je veux vous livrer aujourd'hui, à ce qui se passait à l'étranger et finalement comment dans des environnements qui sont potentiellement similaires à celui que nous vivons, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'il advient de la Terre, comment elle est utilisée, dans quel cycle, et quelles sont finalement les conditions de reproduction du modèle. Alors certes, c'est une recherche intéressée de la part de l'entreprise de CT, qui n'est pas une association à but non lucratif, donc qui cherche à se déployer, mais c'est aussi une recherche quasi académique, puisque c'est intéressant de voir s'il y a d'autres usages de la Terre, ou s'il y a d'autres solutions qui sont mises en œuvre et dont nous pourrions tous nous inspirer. Ça nous avait d'ailleurs donné l'occasion, je pense à Tradecoval, de nous rencontrer il y a 2 ans de cela, et d'ailleurs de constater que vous étiez un des rares acteurs qui nous ressemblait, même si de structures capitalistiques différentes entre le public et le privé. Bon. Alors, on a passé en revue pendant ces 2 années, et c'est toujours en cours, une géographie assez approfondie, hein, de l'ordre de 20 pays, de l'ordre d'une 50aine de métropoles, avec une analyse multicritère, qui est, d'une part, s'assurer que, j'allais dire, la métropole creuse, qu'elle est dynamique, qu'elle croît, que sa population augmente, qu'elle a des grands chantiers, etc. Bref, qu'il y a effectivement une problématique d'excavation de terre, hein, ce qui ne va pas nécessairement de soi partout, et qu'elle est durable. Ça, vous devez vous en douter, il n'y a aucun mal à en trouver, hein, même si les proportions sont absolument colossales. Je discutais récemment avec un représentant du bureau des aménagements des espaces verts de la ville de Shanghai. C'est sûr que lorsqu'on entend 1 milliard de tonnes annuelles, bon, on se dit qu'avec les 25 millions de tonnes du Grand Paris, il y a d'autres enjeux. Hein, donc il faut évidemment chercher des métropoles dynamiques de ce point de vue-là. Deuxièmement, on s'est aussi intéressé à la nature de la réglementation qui s'appliquait à cette activité. Est-ce qu'elle existe, primo? Est-ce qu'elle est respectée, ce qui est un autre sujet, ou est-ce qu'elle est en voie de l'être? Donc on peut classifier les métropoles par noir, gris ou blanc. Et puis, évidemment, est-ce qu'il y a un sens, puisque c'est le sens de notre action, est-ce qu'il y a un sens partagé de l'écosystème public notamment sur le besoin de verre ou le besoin de nature? Autrement dit, est-ce qu'il y a une volonté de créer des espaces de loisirs, et pas seulement post-pandémie, des espaces de nature en ville, de maintien de la biodiversité, etc., etc. Et puis, dernier élément, quelle est l'équation financière ou quelle est la chaîne de valeur économique des flux de terre? Est-ce qu'elle est payante? Au contraire, est-ce qu'elle se vend? Est-ce qu'elle a une valeur? Est-ce que l'équation économique permet, ou en tout cas quels sont les facteurs économiques en présence, et est-ce qu'ils ont une incidence sur le fait que la chaîne d'économie circulaire telle que nous la mettons en œuvre en Île-de-France puisse exister. Alors, je ne vous fais pas l'inventaire complet de ce qu'on a trouvé, mais il y a un certain nombre d'enseignements qui sont extrêmement intéressants, et je vais venir à l'innovation. Premièrement, on a effectivement trouvé à peu près tout le panel, et pas seulement tout le panel au sein on pourrait dire, je ne sais pas tout à fait quel vocabulaire utiliser, mais il n'y a pas de différence, il y a du différence au sein de l'occidentalisé ou au sein de métropoles extrêmement dynamiques et plus modernes, et donc il n'y a pas de césure évidente entre ça construit peu ou c'est moins avancé et où ça construit beaucoup et c'est plus avancé. Il y a au sein d'un même territoire, sous une même manière de fonctionner, il y a des grandes différences, donc grande variété. Alors, pas beaucoup de réglementation, en tout cas beaucoup d'endroits où on est en zone grise, c'est-à-dire c'est pas un déchet, ça pourrait l'être, c'est en train de le devenir éventuellement. Bon, donc on écarte énormément d'endroits parce que dans l'essentiel des métropoles qu'on a visitées, vous pouvez en gros faire ce que vous voulez de la terre.
Elle n'a pas de statut de déchet, elle n'est pas tracée, et si vous avez un accord avec un propriétaire, vous pouvez aller étaler de la terre quelque part. Donc ça permet quand même de considérer qu'on n'en est pas encore à un stade de réflexion de filière ou de circularité. Deuxième grande dominante, bon, un environnement qui peut être en lien avec le premier d'ailleurs, hein, un environnement un peu particulier sur le plan des pratiques. Hein, c'est facile, que ce soit pollué, pas pollué, il y a des sujets d'argent ou de gros sous qui circulent et on peut avoir des comportements qui sont biaisés par de la corruption notamment. Troisièmement, des endroits ultra régulés où éventuellement les exutoires sont propriété de l'État, où la totalité de la chaîne est suivie par l'État, qui refacture. On pourrait citer la Corée, on pourrait citer le Japon notamment, où là il y a une régulation complète. Donc ça fonctionne d'une certaine manière, mais sans possibilité d'initiative privée en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est inefficace, mais ça veut dire que ce n'est pas pénétrable pour un modèle comme le nôtre. Des endroits là encore nombreux où on va considérer que c'est un peu hors sujet parce que la terre est nécessaire, et notamment pour conquérir des terrains sur la mer, pour faire du land reclamation, pour fabriquer des ports, bref, ou parce qu'il n'y a aucune fertilité. On voit des endroits, par exemple en Australie, où lorsqu'on excave de la terre et qu'elle a une valeur à peu près fertile, elle est stockée dans des trous en attendant que les cours montent, puis elle est revendue. Donc on voit qu'on est dans des échelles, qu'on est dans des chaînes de valeur économique qui n'ont absolument rien à voir avec les nôtres. Ce qui, là encore, signifie pas nécessairement que c'est dysfonctionnant. Et puis, de très nombreux endroits, les grandes métropoles, on peut citer par exemple les grandes métropoles de l'Ouest américain, mais pas que, beaucoup, hein, y compris chez nos voisins européens, et la Wallonie est en avance en la matière d'ailleurs, des métropoles où finalement les conditions sont réunies, c'est-à-dire ça creuse beaucoup, il y a beaucoup de terre, il y a un besoin de verre, et on est exactement dans la situation de tension que la grande région parisienne connaît. Eh bien, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, la connexion entre ces enjeux de verre et entre le BTP qui excave n'est jamais faite. Je ne sais plus lequel des intervenants de ce matin a parlé de connexion dans ces deux grands enjeux, mais là c'est assez singulier, elle n'est pas faite. Alors la Terre voyage loin, si on prend l'exemple de Berlin par exemple, elle va dans des anciennes carrières de l'Est et elle voyage plutôt loin, elle est assez peu réemployée directement, et en tout cas elle n'est pas employée directement pour faire du verre ou pour renaturer des espaces qui le mériteraient. Alors ça s'explique, et là encore on avait eu l'occasion de le présenter, les temporalités d'action sont extrêmement différentes. Quand on creuse, un chantier de 30 logements collectifs fait par un promoteur immobilier, la durée de creusement c'est 3 semaines, ou 3 semaines et demie. Lorsqu'on veut réaliser un aménagement, par exemple un parc, c'est entre 18 mois et 48 mois. Donc on voit bien que vous ne faites jamais un aménagement par rapport à un chantier, pas plus que l'inverse. Et donc ça n'est jamais connecté. Alors, on le sait chez nous, c'est parce que aussi la sémantique déchets est problématique et fait que autant un maire est ravi de couper un ruban d'inauguration d'un logement ou d'un logement social, autant il est un peu moins perméable à l'idée de revoir des camions, y compris qui ramènent sa propre terre sur sa commune ou la terre d'une commune alentour. Mais en tout cas, on a constaté que cette connexion n'est pas faite. Et que globalement, si je prends l'exemple par exemple de San Francisco émet 300 millions de green bonds pour financer des parcs, quand dans le même temps, la terre coûte 3 fois le prix à Paris, et elle voyage parfois jusqu'en Utah pour être mise en œuvre. Donc l'absence de connexion. Et j'en viens à ce que, au propos de mon intervention, ça a beau être vieux comme le monde, puisque là encore les exemples sont illustres, hein. Vincent, il me semble que le potager du roi a été fabriqué comme ça, c'est bien de la terre rapportée, comme la quasi-totalité de ce qui nous entoure en matière d'espace de nature. C'est très intéressant de constater que, aux yeux et aux oreilles de tous ceux à qui nous l'avons présenté pendant 2 ans, c'est absolument vu comme une innovation spectaculaire, alors que c'est vieux. On reviendra tout à l'heure à cycloterre ou à la refabrication en terre crue. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça remonte à longtemps, hein, les constructions en pisé. Et pourtant, je pense qu'on sera tous d'accord aussi pour dire que ça relève d'une innovation, y compris technologique, ce que nous sommes en train de faire. Et donc, cette activité, finalement, intrinsèquement, elle est constitutive d'une innovation, et il s'agit de travailler aux connexions. Et ce qu'on a écouté ce matin met en lumière la nécessaire transversalité de nos pratiques. C'est clair que lorsqu'on entend Bernard ou Marc, on se dit qu'on devrait tous travailler dans la même entité et que notre mission devrait être juste de reconquérir des fonciers et de les réaménager comme il faut pour la biodiversité. Bon. Mais donc, c'est une innovation. La deuxième particularité, c'est que
on peut toujours innover, on va vous montrer un petit exemple après, il est juste ludique, mais on peut toujours innover également sur ce que nous faisons de la Terre en matière d'usage, et notamment en matière d'usage sociétal. Vivement, mon cher Bernard, avoir abouti sur la façon de créer des macro-habitats sur les pentes de nos aménagements, parce que je me souviens tout à fait d'une de vos remarques en disant il y a un potentiel inexploité, ou en tout cas mal exploité par nous, et probablement, que ce soit en termes d'ensoleillement ou d'exposition, on pourrait faire mieux au bénéfice de la biodiversité pendant nos aménagements et après nos aménagements. Donc ça, c'est en cours. Mais donc, on peut toujours innover sur ce que nous faisons de la Terre. Et on va vous citer quelques exemples. Mais également, ce qu'on a réalisé et ce qu'on a mené pendant ces 2 années-là, c'est que la matière est propice à la créativité et à l'innovation, et elle est propice quasiment sans limite. On a mené avec plus de 150 initiatives et idées avec des cabinets de conseil et des startups, une revue exhaustive de tout ce que nous pouvions faire avec de la Terre, ou en tout cas de toutes les sources d'innovation. Alors, entre les toboggans de plein air, entre les élevages de lombrics à grande échelle, puisqu'il me semblait que c'était la plus grande masse animale de la Terre, entre les exosquelettes pour les gens du paysage qui plantent 30 000 arbres par an, enfin, il y a un potentiel d'innovation qui est absolument spectaculaire. C'est ce que tu disais, Youssef, tout à l'heure, et en plus de ça, il est fédérant sur le plan de l'interdisciplinarité de nos métiers, et moi personnellement j'en suis assez convaincu. On voulait insister, enfin en tout cas je voulais insister sur quelques innovations qu'on a menées et qu'on travaille en ce moment, qui sont parallèles parfois ou adjacentes à notre activité réelle, mais qui sont intéressantes, et qui avaient été abordées d'ailleurs au précédent colloque sur le plan du CO2. Alors premièrement, sur l'usage. On a au cours de ces 5 dernières années beaucoup créé, et en tout cas beaucoup réfléchi à ce que nous pouvions faire avec la Terre, à côté d'une forêt, à côté d'un parc ou à côté d'un champ agricole, qui étaient plutôt les réalisations assez traditionnelles de CT. Et on a mené l'année dernière à Épône, j'ai choisi ce projet parce qu'il a plusieurs vertus. D'une part, c'est la première fois qu'on faisait un VTT trial. Moi, personnellement, je fais du VTT, mais je ne savais pas que la discipline existait. Non seulement elle existe, mais en plus, il y a des championnats nationaux et il faut des terrains habilités. Et c'est intéressant de montrer l'objet parce que c'était un délaissé, et un délaissé éventuellement occupé. C'est les exemples de Marc ce matin, squatté plusieurs fois. Même si, comme c'était un milieu ouvert, il avait quelques enjeux de biodiversité, c'est le propre de nos métiers. On intervient sur des terrains, comme ils ne sont globalement pas touchés par l'homme bien souvent, ils sont assez propices au développement d'autres choses. Et en accord avec l'élu et avec le club de VTT qui avait besoin d'un terrain homologué, on réalise en 3 mois, d'ailleurs l'avant-après est intéressant, ça c'est une photo, on réalise, selon le cahier des charges des professionnels, un VTT trial. Intéressant, utilisé, on va l'inaugurer bientôt, la pandémie nous en a empêché. Mais quand je parle d'innovation sur les usages, on peut imaginer, fabriquer et financer tout ce qui n'est pas bâti avec ce modèle. Donc c'est une véritable opportunité, c'est une externalité positive. Autre sujet, le sujet de la Terre et des déplacements en métropole, c'est souvent que, il est assez fréquemment, ce sont les camions, sachant que se pose la question de à qui sont les camions, à qui appartient la Terre et qui les fait voyager. On a souvent le débat, nous, en interne chez ECT, quand on mesure notre empreinte carbone, on compte le gasoil des camions ou pas? Ou on compte le bilan carbone des camions ou pas? Alors, une partie, comme moi, considère que ce n'est pas le cas, puisque comme nos installations sont plus près, on intercepte un flux qui de toute façon sortirait, puisque le mètre cube est creusé pour aller fabriquer du logement, et qu'au contraire, on économise du CO2, sinon il irait 50 km plus loin. Et une autre approche, évidemment, dit, non, on le compte, et puis on verra bien, et tant pis si tout le monde le compte 40 fois, ce qui est le défaut d'ailleurs des mesures de CO2. Mais en tout cas, on a initié une démarche avec Bouygues et Gossin, comme vous le voyez, qui est de faire émerger, dans le cadre des plans hydrogène du gouvernement, de faire émerger un camion à 0 émission, sachant que l'hydrogène est très adapté au transport lourd, et notamment au transport du BTP. Il n'y a rien, je pense, en Ile-de-France qui fasse rouler plus de camions par jour que la Terre. Rien. Donc, il y a un enjeu, évidemment, de verdir la flotte. Il y a un enjeu aussi en termes de bruit, de nuisance locale. C'est sûr que si c'est à l'hydrogène, ça ne fait pas de bruit. Et pourquoi on le fait émerger? On le fait émerger parce qu'on a réalisé que lorsqu'un parc se construisait, pendant 3 ans ou 4 ans, ça allait être un formidable concentrateur de flux.
il va y avoir des machines qui le fabriquent, et il va y avoir tout un tas de camions de la totalité du monde du BTP francilien qui vont venir à ce parc. Et que plutôt que, c'est une histoire de poulet d'œuf, plutôt que d'espérer qu'un jour quelqu'un qui a 4 camions se décide à payer 400 000 € de plus le camion pour en commander un à hydrogène, ce qui est assez peu probable, le mieux c'était que le lieu de concentration dispose d'une grosse station-service et ait des économies d'échelle suffisantes pour faire émerger un camion qui lui soit payable et acceptable en kilomètres roulés pour un terrassier. Donc ça, c'est un projet qui a 1 an et demi de vie et qui, j'espère, aboutira à un dépôt dans les dossiers d'ADEME en septembre. Mais on se retrouve avec quasiment la pointe de la technologie et des avancées sur un sujet ancestral qui est le mouvement de terre, qui est assez intéressant. Deuxième sujet, et je suis resté sur les initiatives transport. On a finalisé avec le plus gros carrier indépendant de France qui s'appelle Basalt et une de ses filiales, les Carrières de l'Ouest, un schéma de double fret ferroviaire avec de la terre qui n'a jamais été fait à cette échelle-là jusqu'à présent et qui va commencer cet été. Pour que les granulats qui remontent de la carrière de Voutray puissent être substitués au retour par de la terre du Grand Paris dans le cadre d'une économie circulaire. Donc on cherche des chantiers qui consomment le granulat montant, qui exportent de la terre descendante. Et le tout dans une boucle assez vertueuse. Et pourquoi ça marche? Pour ceux qui ont suivi les débats assez nourris sur le transport de terre, ça marche parce qu'on n'a pas décrété sur un chantier que celui-ci sortirait en ferroviaire. Ça marche parce qu'un acteur comme ECT, qui a un flux colossal par jour de plus de 40 000 tonnes, soit en situation d'orienter au bon endroit où ça dérange personne et où ça n'intercepte pas des sillons du Thalys, soit capable d'orienter un flux de terre au bon endroit pour qu'il soit chargé et qu'il puisse voyager. Et ça marche aussi parce que c'est riche d'innovations en matière de containers, spécialement designés en la matière et qui peuvent être posés à la fois sur un camion et à la fois sur un train. Donc là, ce sera, dans quelques semaines, une première, en tout cas à ces niveaux industriels. Troisième sujet, mais je pense qu'on en avait un peu parlé. En tout cas, elle a été inaugurée en septembre dernier, donc ça peut aussi être un vrai sujet d'énergie. Dans cette tournée des différents pays, le sujet énergétique et transition écologique, il est évidemment prégnant. Or, s'il y a bien un support qui s'apparente très bien de bas-relief, ou en tout cas de modelé en terre, c'est le photovoltaïque. D'une part, parce que vous fabriquez les bonnes pentes aux bons endroits et les bonnes inclinaisons. Et puis deuxièmement, parce que c'est structurellement plus acceptable en règle générale par un écosystème environnant, le fait de mettre de la terre sous des panneaux. Autrement dit, c'est sans effet. Accessoirement, la terre finance en partie des centrales. Ce qui, là, dans le cas présent, permet l'émergence d'une centrale de 17 MW, alors que la différence entre Paris et Perpignan, c'est 400 heures d'ensoleillement, 400 heures, c'est 30% de revenus. Voilà pourquoi il ne se fait pas de photovoltaïque en Ile-de-France. Parce que autant aller le faire dans le sud. Évidemment, quand vous êtes 33% moins rentable sur un projet francilien que sur un projet du sud, évidemment, vous compétitionnez sur un projet du sud. Donc ça, c'est une première. Juste pour information, c'est 3400 foyers, ça fait 12 000 personnes. On est sur la taille de ce que les vieux comme moi auraient qualifié d'un beau chef-lieu de canton ou d'une sous-préfecture de département. Ça commence à se voir. Autre sujet, mais je ne veux pas spoiler, comme dirait ma fille, l'intervention de Cycloterre demain, mais il est intéressant aussi parce qu'il fait écho à ce que j'évoquais, c'est-à-dire le fait que c'est ancien et tout à fait au goût du jour et tout à fait innovant. C'est se reposer la question des constructions en terre crue. Encore une fois, on souhaitait lui laisser une place pour réconcilier les deux points de vue qui sont l'utilisation de la terre pour le retour au bâtiment et l'utilisation de la terre pour soigner, pour renaturer, pour revitaliser. Et comme souvent, on a tendance à opposer de façon un peu dogmatique les deux. En tout cas, nous, on est fiers de participer au projet, mais là encore, vous le verrez demain. Dernière innovation, pour conclure, le substrat fertile. Alors, ça fait plus d'une quinzaine d'années, et pour le coup, on a fait beaucoup de recherches en la matière sur la fertilité de nos sols, qu'on réfléchit à qu'est-ce qui pousse sur de la terre inerte posée, qu'est-ce qui pousse sur de la terre inerte où on remet de la terre végétale par-dessus, qu'est-ce qui pousse sur de la terre inerte où on met de la terre végétale et du compost, etc. etc. Et qu'est-ce qui pousse en surface, qu'est-ce qui est présent en surface, qu'est-ce qui est présent sous et qu'est-ce qui est présent à 3 mètres.
Et en fait, on s'aperçoit, on a mené ces investigations notamment avec l'université de Créteil, et en fait, on s'aperçoit que tant les rythmes de recolonisation, que ce soit faune ou flore, et les possibilités sont immenses, varient énormément d'ailleurs. Bernard, vous disiez qu'il fallait accepter de se tromper et faire beaucoup d'expérimentations. On a énormément de nos sites qu'on a redécoupés en parcelles où on a fait tous les tests du monde. On met des cailloux, on met pas de cailloux, on abonde, on n'abonde pas, on prend de la surface argileuse, pas de la surface argileuse. Je pense qu'on a à peu près testé tout ce qu'on pouvait tester et on en a déduit, in fine, une forme de recette assez rustique, mais qui est assez efficace et qui évite d'aller importer de la terre végétale, notamment dans le sud de l'Île-de-France. On estime, pas forcément facile de savoir, mais qu'il y a plus d'1 million de mètres cubes de terre végétale qui transitent et qui est importé par la grande métropole pour notamment l'entretien et le renouvellement de ces espaces verts. On a l'intime conviction qu'on peut faire différemment et que si on prend du compost de déchets verts issus de la métropole et qu'on abonde avec les terres qu'elle excave, c'est l'expérience de l'esplanade de Vincennes, on doit pouvoir reconquérir des espaces et notamment des friches. Voilà. Donc c'est une autre façon de présenter l'activité, en tout cas notre métier, et plutôt sous son axe idée, origination, créativité, sans oublier jamais qu'il s'agit d'un enjeu industriel lourd. Encore une fois, une activité, ou en tout cas un secteur d'activité qui déplace 30 millions de tonnes de matériaux à l'échelle d'une région, c'est assez rare. Et ça veut dire que tous les ans, ça continue, ça continue, ça continue. Et certes, le Grand Paris est un acteur important, hein, puisque là, par exemple, c'est plutôt 6 à 8 millions de tonnes supplémentaires par an. Mais encore une fois, sur le long terme, ça reste marginal. Et la construction de nos logements à tous, elle en génère 25 millions. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Laurent pour ce panorama des usages possibles et potentiels des terres et ce benchmark que tu as présenté qui a l'air très riche. Tu as présenté les principales conclusions, mais je ne manquerai pas de vous demander à Sophie, à Reda, à toi de la suite, parce que ça alimenterait énormément la chaire et la réflexion autour de la chaire. Par contre, lorsqu'on a élaboré le programme, je me suis dit peut-être on va aller un peu plus loin que les usages, c'est-à-dire les solutions possibles. Là, on les voit. Franchement, moi, je suis convaincu que la terre, et je le dis même si les gens nous écoutent, c'est pas un déchet, ça peut pas être un déchet parce qu'il y a de la valeur. Et cette valeur, on peut la démontrer de différentes manières. Mais derrière, est-ce qu'il y a l'étape supplémentaire qui était les questions économiques ont été abordées, même si elles ne sont pas stabilisées pour le moment, j'imagine. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le coût des solutions, leur valeur ajoutée, pas environnementale, mais peut-être aussi foncière, leur valeur ajoutée matérielle, économique, tout simplement, ouais. Oui, comme on l'a évoqué, l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il est globalement autoporteur. En tout cas, c'est qu'on peut concevoir et designer les solutions de manière à ce qu'elles soient autoporteuses. C'est un métier de grande échelle, hein. Les ordres de grandeur de prix de la terre, selon le fait qu'elle est impactée, contaminée, polluée, que c'est d'origine naturelle ou d'origine anthropique, enfin peu importe, c'est globalement entre 8 € pour la matière, ou 7-8 € de la tonne pour de la matière inerte, jusqu'à 100, 150 €, 200 € en fonction du type de pollution. Donc évidemment, si vous considérez qu'il y a 80% ou 90% de matière inerte, ça veut dire qu'il y a 20 millions de tonnes à 8 € qui sortent. Donc c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois peu corrélativement à la taille. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a du sens pour que les aménagements, ce que je vous ai montré à Épône, c'est un terrain de 2 hectares, c'est probablement la limite basse de ce type de modèle économique. Mais à l'inverse, c'est peu en valeur absolue, mais d'un autre côté, c'est suffisant pour fabriquer des espaces qui sont quand même moins coûteux que ceux de bâtir. Et donc on arrive, pour répondre à ta question Youssef, on arrive en général à mobiliser un foncier, le cas échéant l'acheter, mais en tout cas au moins payer sa mise à disposition. On arrive à réaliser un aménagement, on arrive à le finir, le tout avec de la terre, uniquement avec la recette amont. Et c'est l'intérêt du modèle. Après, et ceux qui connaissent bien les modes de calcul de la société, et on le fait en transparence en règle générale, en volume. Il y a toujours les idées de relief.
On avait discuté du parc de la Courneuve, il y a 2 ans. Si je ne dis pas de bêtises, le belvédère doit être à 40 mètres de hauteur. Donc on voit que ça conduit, et d'ailleurs moi je suis, mais ça n'engage que moi, je suis un partisan du relief, je crois qu'Antoine c'est à peu près le cas aussi, j'ai tendance à penser que le beau est en relief, donc c'est sûr que c'est fonction directement des volumes qui sont mis en place. Donc il y a à la fois de l'intégration paysagère qui génère, avec lequel le volume doit être compatible, il y a deuxièmement aussi ne pas se priver, et c'est là que souvent il y a des positions un peu dogmatiques, ne pas se priver de toute opportunité de mettre de la terre si ça ne nuit pas. Je reprends l'exemple d'un champ photovoltaïque. Que le champ voltaïque soit posé sur quelque chose comme ça ou posé sur quelque chose comme ça, tant que c'est harmonieux et que ça a un sens au niveau global, on répond au double enjeu et il n'est évidemment pas question de se limiter à. Et d'ailleurs, c'est une des discussions qu'on a assez régulièrement avec l'État ou avec la logique de valorisation du CEREMA notamment, qui a tendance à penser que a tendance à être limitant au strict nécessaire. On a une approche bien plus pragmatique. Si à l'inverse on peut mettre plus, et que par ailleurs c'est parfaitement intégré, évidemment on met plus. C'est dans le cadre d'un enjeu global. Et si on met plus, on dégage des marges financières différentes, on peut fabriquer des choses différentes, et éventuellement des choses coûteuses. Ou on peut aussi laisser, et c'est l'enjeu de nos discussions régulières avec Humanité et Biodiversité, on peut tester. Et on peut faire plein de choses. La première fois qu'on s'est rencontrés, nous on rêvait de mettre à disposition la totalité des fonciers qu'on avait, pour aller faire des expérimentations. J'étais même un peu plus ambitieux, je pensais que c'était possible à la fois de créer des habitats et en plus d'aller attraper la biodiversité quelque part pour la poser quelque part. L'exemple du crapaud calamite est intéressant. On passait notre temps à poser des barrières anti-retour et puis à créer des habitats. Et donc évidemment, quand vous créez et parfois pour poser des barrières anti-retour, on avait des collaborateurs et on allait à la chasse aux crapauds, au sens noble du terme, on les prenait, on les déplaçait derrière la barrière. Et évidemment, la tentation, elle est assez forte, si vous avez fabriqué l'habitat, de prendre le crapaud calamite et d'aller le mettre dans son habitat directement. J'ai compris qu'on ne pouvait pas faire ça, Bernard. Donc on ne le fait pas, d'où aussi notre idée de faire de l'élevage de lombric à grande échelle, parce que si on en réunit les conditions, probablement on est capable de dédier des mètres cubes de terre et des espèces de terre à des habitats et donc à l'élevage large. Mais en tout cas, le modèle économique est opérant. Transport des terres fait partie des solutions du problème. On ne va pas revenir sur cette question. Peut-être on reviendra demain dans une autre discussion. Mais la deuxième question qui vient par le réseau aussi, c'est de dire, parmi toutes les innovations que tu viens de présenter, laquelle te semble être la plus intéressante et la plus originale et la plus prometteuse pour l'avenir? J'ai une idée sur la réponse. Je ne sais pas si moi, c'est celle qui me tient le plus à cœur. Je considère qu'on est sur la voie, mais que ce n'est pas encore fait. Elle est directement en lien avec l'intervention d'Humanité Biodiversité. Je considère que la belle innovation, ce sera d'intégrer à toutes les étapes de vie de notre projet le mode opératoire qui permet la maximisation du développement de la biodiversité. Autrement dit, je pense, et c'était ta remarque du début que j'ai assez apprécié sur l'interdisciplinarité des génies. Et donc, évidemment, pour nous, c'est une question qui est très opérationnelle, qui n'est pas seulement de conviction ou de séduction. Ça, on a franchi ces étapes et on en est absolument convaincu. Et c'est pour ça qu'on se met à disposition de professionnels auprès desquels on va chercher à apprendre et à faire. Nous, sincèrement, que ce soit un hectare comme ça, planté comme ça, ou autre chose, dans la mesure où c'est propice, on sera évidemment ravis. Alors, on se dote des compétences internes, mais je pense qu'on aura terminé notre process d'adaptation, même si évidemment on se trompera et qu'on capitalisera sur nos erreurs, ce sera d'avoir été innovant sur la cohabitation complète de la biodiversité d'une part et de l'usage initial du site. Alors bien sûr, si on fabrique un espace, il y a un espace d'ailleurs qu'on a visité ensemble où on essaye de faire une zone de libre développement à laquelle on ne touchera jamais. Donc là évidemment, l'objectif même de l'aménagement, c'est précisément de laisser la biodiversité seule s'y déplacer. Mais quand on voit les parcs, ou quand on voit les usages humains de loisirs ou de promenade, évidemment, il est fondamental, et j'ai été stupéfait par la photo du pied d'arbre, en tout cas de la fosse d'arbre en ville. Évidemment, ça me semble élémentaire. Une fois qu'on a vu ça, on se demande pourquoi on fait encore de la résine pour faire beau. Donc voilà, c'est ça que j'attends à l'échelle de CT au niveau large. Après, évidemment, on a une petite, comme on est un peu...
j'allais dire geek, c'est pas le terme, mais on a un petit côté joueur et on est amusé. Faire le VTT trial, c'est intéressant. Faire la piste d'envol pour du parapente, alors qu'au début on pensait qu'il fallait faire 600 mètres. J'ai pas dit que ça nous aurait déplu. Mais s'apercevoir qu'il suffit de faire 30 mètres de haut pour qu'un parapente puisse voler 200 km, évidemment, c'est assez sympa. Donc on est toujours en recherche perpétuelle d'innovation. Mais la plus sérieuse, et j'en ai fini, après, la plus sérieuse, c'est probablement le transport, parce que est amalgamé à notre métier le fait qu'on est responsable du transport. C'est à la fois injuste, parce que ce ne sont pas nos camions, ce ne sont pas notre terre, et ils ont été faits pour un autre usage, qui est accessoirement notre logement à tous, mais ça en général on l'oublie tous. Mais c'est aussi juste, parce que comme on le concentre, on peut tout à fait s'emparer de la problématique, d'où la réflexion hydrogène. Merci. Alors, mon micro, quand j'ai répondu sur le bilan carbone, était coupé. Alors, je le dis à Anne-Laure et à LM qui ont posé cette question, que je les invite à regarder le livre de l'année dernière, La Terre dans tous ses états. La réponse sur le transport, elle est dans l'article de Corinne Blancard, mais on reviendra sur cette question demain. Laurent, une dernière question qui est plus sur le fait de dire, bah, finalement, tu présentes les activités de CT comme c'est beaucoup d'activités sont vertueuses. Et on a l'impression quand même, il y a beaucoup, j'utilise les termes de l'internaute qui a posé la question, beaucoup de truands qui sont dans ce domaine. Et il se pose la question en disant, quelle est la cause? Puisque finalement, on peut faire des choses bien. Est-ce que c'est l'absence du contrôle de l'État? Est-ce que c'est l'absence de savoir-faire? J'interprète un peu la question de cette manière, mais l'internaute pose la question en disant, mais finalement, qu'est-ce que ça veut, pourquoi il y a autant, l'image est si négative que ça? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on a contribué à notre modeste niveau aux évolutions de la réglementation depuis si longtemps, hein, et à une bonne partie de l'invention de la traçabilité liée à la Terre. C'est effectivement fondamental pour que ce soit vertueux, que ce soit bien fait. Et typiquement, une des discussions qui a eu lieu sur la loi d'économie circulaire il y a 1 an et demi de cela, enfin il y a 2 ans de cela, tournait autour de la sortie du statut de déchet, où typiquement, nous, on était tout à fait favorable à ce que ça s'appelle plus déchets. Je viens de vous expliquer à quel point c'était une sémantique qui était difficile à manier pour nous. Mais en revanche, à l'époque, dans les projets législatifs, la sortie de ce statut de déchets s'accompagnait de la suppression totale de traçabilité. Autrement dit, dès qu'un opérateur privé disait qu'il avait besoin de la terre, pof, ça coupait la chaîne. Et puis ensuite, plus personne ne suivait. Donc ça, typiquement, on s'est battu, encore une fois, à notre niveau, pour préserver la verticalité de la chaîne et de la responsabilité. Donc, c'est fondamental que ce soit bien fait, c'est fondamental que ce soit contrôlé. C'est aussi pour ça que nous sommes des adeptes à l'origine du statut d'ISDI, ce qui est un mot barbare absolu, installation de stockage de déchets inertes, comme si on stockait de la terre, comme si la terre était un déchet. Bon, mais parce que derrière ce statut, il y a une traçabilité hors pair qui garantit que c'est bien fait. Donc ça, c'est le point de vue de CT. Maintenant, c'est encore assez facile, et je l'évoquais, et je vais prendre des comparaisons extérieures, c'est encore assez facile d'aller mettre de la terre dans un champ. Si vous avez un accord, bon, et il n'y a pas, que je sache, et je pense que beaucoup de citoyens français se le disent, il n'y a pas un policier à chaque coin de rue ou derrière chaque bosquet pour aller vérifier les choses. Et lorsque on a prévenu ou éventuellement que c'est su, c'était 50 000 m3. 50 000 m3, vous faites une division par 20 en nombre de camions, vous allez voir qu'en quelques jours, c'est fini, que les 50 000 m3 sont posés. Terminé. Et comme la structuration pénale ou la réponse pénale est assez inadaptée, enfin, vous connaissez tous les sujets de dépôt sauvage ou bref, bon, en réalité, c'est pas traité. Donc c'est vrai que c'est un métier, et on y est très vigilant, qui a souffert d'une relative mauvaise image, parce que le pire côtoie le meilleur. Bon, nous, on est d'une nature optimiste et on considère qu'il faut en retenir le meilleur. Accessoirement, on discutait d'espace naturel tout à l'heure, quasiment 100% de ce que nous voyons de verre aux alentours de Paris, je ne sais pas quel rayon on pourrait prendre, Bernard et Vincent, a été fait en terre rapportée. Et ce sont tous les endroits où on va se promener en famille ou qu'on regarde. Donc on voit bien les côtés vertueux. Faut-il encore que ce soit traité convenablement ?